Bonjour à tous, nous sommes pour l'instant une petite cinquantaine, d'autres vont sûrement se joindre à nous. Merci de nous avoir rejoints pour ce forum sextant, ce webinaire plutôt sextant, autour du thème du télétravail, comment faire aboutir un accord gagnant-gagnant, les enjeux, les pièges à éviter, les bonnes pratiques. Dans le message d'invitation que j'avais envoyé, j'avais parlé de changement de paradigme. C'est quelque chose qui me paraît important aujourd'hui, mais c'est le thème qu'on va développer au fur et à mesure de cette présentation. Juste avant de laisser Louis prendre la main sur l'introduction, je vous rappelle, comme on est relativement nombreux, les règles. On ne prend pas la main, on ne prend pas la main, on ne parle pas, on ne pose pas ces questions à l'oral, on n'interrompt pas les participants. Toutes les questions, vous les posez au fil de l'eau dans le chat. La présentation contient certains points d'arrêt. Je formulerai à ce moment-là toutes les questions que vous avez posées et nos experts répondront. On s'est rendu compte effectivement qu'en étant aussi nombreux, si on commence tous à parler, on ne s'en sort pas. Donc merci de respecter cette consigne. Et comme je suis des fois un petit peu sévère, vous le savez, si certains l'enfreignent, je me permettrai de leur couper carrément la parole. Ceci étant dit, je laisse à Louis faire une petite introduction avant de laisser la main à nos amis de chez Sextant. Alors, bonjour et bienvenue aussi. Tout d'abord, une question essentielle à laquelle je dois répondre, c'est que je ne suis pas dans un sous-marin. Voilà. C'est une carte marine qui est derrière moi. Autre question, est-ce qu'il y aura la présentation disponible à la fin? La réponse est oui. Le télétravail, c'était vu avant comme un luxe réservé à un petit nombre, avec des managers qui généralement étaient hostiles au principe même du télétravail. Et à cause ou grâce au Covid, tout d'un coup, il y a eu un changement complet de point de vue. Et le côté managérial s'est mis à dire, oh là là, ça marche bien, on a même une meilleure productivité, beaucoup de salariés se disent très contents, et donc il faut massifier le plus possible le télétravail, ce qui nous fera faire au passage des économies. Et à partir du moment où ces propos ont été tenus, les partenaires sociaux ont voulu discuter d'un accord interprofessionnel sur le télétravail. Ça a commencé par une concertation et au cours de laquelle la partie patronale se refusait absolument à engager une négociation proprement dite. Ils avaient très peur du sujet et où ça pourrait mener. Jusqu'à ce que notre organisation, le CFTC, au niveau confédéral, tape du poing sur la table et ce qui a un peu surpris tout le monde. Mais du coup, on est parti pour un accord interprofessionnel. Donc c'est un vrai sujet, un sujet qui a fait irruption. Alors bien sûr, c'est un net progrès pour beaucoup d'entre nous, notamment ceux qui ont des heures de transport importantes chaque jour. Il y a un côté confortable pour beaucoup d'entre nous, mais aussi ça a mis en évidence de nouvelles difficultés, des nouveaux risques, des risques psychosociaux ou des risques d'environnement de travail tout simplement. Et ben c'est pas aussi idéal que ça. Et donc, les négociations sont indispensables pour pouvoir border tous les sujets, et ils sont nombreux autour du télétravail. Donc, c'est l'objet de ce webinaire, d'aborder ces sujets-là, d'identifier les risques. Il y a aussi des bénéfices, bien sûr, mais on voit très bien qu'on aura besoin, dans toutes nos entreprises, d'ouvrir et de faire aboutir des négociations sur le sujet du télétravail. Avec un peu de chance, on aura un accord national interprofessionnel, peut-être également avec un peu de chance un accord de branche, mais quoi qu'il en soit, il faut que dans nos entreprises, on négocie sur les conditions de travail, le volontariat, l'indemnisation, la réversibilité, toutes les problématiques RH d'évaluation, les ordres de mission, comment fait-on dans ce cadre-là? Et puis, donc tout ça va être décrit par nos partenaires sextants
à qui on a demandé d'organiser ce webinaire. Et c'est pas le premier, maintenant on commence à être habitué. Et donc, tout ça va être déroulé. Vous pourrez poser des questions par voie de chat. Et l'un d'entre nous notera au fur et à mesure les questions et on fera des pauses pour répondre aux questions. Sujet collatéral, et on en dira 2 mots à la fin. Qu'est-ce qui se passe avec la communication syndicale dans une société confinée, dans une société où il y a une forte proportion de télétravail, où les gens sont plus joignables? Ça aussi, c'est un gros sujet qui nous concerne tous à la CFTC. Et donc, on en dira 2 mots à la fin. Et donc, je passe la main maintenant à nos collègues de Sextant qui vont se présenter à vous et démarrer la présentation. Merci. Juste, si je puis me permettre d'intervenir, la session va s'articuler autour de 3 grands temps. Donc, la présentation que va nous faire maintenant Sextant pour poser le cadre, les définitions, les enjeux. Voilà. Derrière, nous aurons l'intervention de Pierre de Pompignan qui va nous donner un cas pratique, nous expliquer un petit peu ce qui a été fait dans son entreprise. Et Louis vient de le dire, il prendra la main pour conclure cette session. Et cette fois-ci, j'arrête de parler et je laisse Sextant s'exprimer. Merci à tous. Très bien. Alors, bonjour à tous. Moi, vous me voyez, vous ne voyez pas mon collègue. Donc, nous sommes 2 intervenants de Sextant, Stéphane Gégaud et moi-même, Benoît Leplay. J'ai participé au précédent webinaire et je suis en charge du partenariat avec le Sixty. Et là, mon rôle va surtout consister à passer les différentes pages que Stéphane me présentera. Donc, on fera un petit numéro de claquette. Juste peut-être pour vous dire, pour ceux qui ne nous connaîtraient peut-être pas beaucoup encore, donc Sextant, c'est un cabinet d'expertise spécialisé auprès de l'accompagnement des représentants des salariés, que ce soit les CSE ou que ce soit les délégués syndicaux dans le cadre de leurs négociations. Et on intervient sur tous les registres qui invitent à de la consultation ou de la négociation, que ce soit sur les champs économiques, stratégiques, politiques, sociales et conditions de travail. Et télétravail participe évidemment aujourd'hui à la fois des thématiques qui sont, comme le disait tout à l'heure Louis, qui ont pu être déjà abordées dans le cadre de négociations et qui vont sans doute demain être réabordées dans le cadre de négociations et qui participent de la qualité de vie au travail et donc des conditions de travail qu'on peut aussi aborder dans le cadre des politiques sociales. Voilà, je m'arrêterai là pour laisser la parole à Stéphane, d'abord pour se présenter, puis ensuite tu me donnes le go pour que je passe les différents slides. Est-ce que tu peux mettre en mode diaporama, Benoît? On a l'impression qu'on n'est pas en projection mode diaporama. Ah, alors, vous allez me dire, j'espère que ça ne va pas perturber le partage. C'est une demande qu'on m'a faite dans le chat, c'est pour ça que je me permets de… J'essaie de l'agrandir au maximum. Enfin, pour moi, c'est bon. Parfait. C'est correct. Vous me faites un… Parfait. OK. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Parfait. Alors, je suis Stéphane Gégaud, donc sans que vous le sachiez, je viens de vivre une expérience désagréable en lien avec le télétravail. C'est que je me rends compte que je n'ai pas suffisamment de bande passante pour vous faire accéder à la vidéo. Donc, j'en suis désolé. Voilà, donc… L'objectif, comme l'a rappelé Louis, de cette présentation, c'est de faire à la fois le point sur l'actualité qui est extrêmement riche, puisque vous le savez, certainement le 3 novembre 2020, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation à laquelle participe la CFTC. Qu'on sait aussi qu'on est dans un contexte particulier où la pratique du télétravail s'est profondément étendue. C'est une expérience inédite, ce que l'on a vécu depuis début mars 2020. Et qu'un certain nombre de questions d'un point de vue du cadre légal, de la définition, sont encore sujets à débat. Et en fait, l'objectif de la présentation qu'on va vous faire, c'est à la fois de rappeler un peu le cadre légal. Vous allez voir qu'il est relativement mouvant et qu'il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît de le présenter. On a certainement besoin, c'est-à-dire aujourd'hui, tant au niveau des employeurs que des salariés, d'avoir un cadre sur la pratique du télétravail, sur l'organisation du télétravail.
et que là-dedans, vous avez un rôle central d'un point de vue de la négociation. Et en fait, c'est ce qu'on avait envie de partager avec vous aussi, c'est notre retour d'expérience et la connaissance, enfin, le point de vue que l'on avait sur les différents accords et sur les acteurs qu'on a accompagnés dans différents acteurs, à titre d'exemple et d'illustration. Voilà. Alors, pour continuer, si tu veux bien, Benoît, sur le premier sujet, le cadre et la définition, dans les slides suivantes. Alors, tout de suite après, voilà. Alors, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on évoque le télétravail, c'est que c'est une modalité, bon, il y a un jeu de mots, bien sûr, c'est une modalité de l'organisation du travail. C'est une manière d'organiser l'activité. C'est une manière extraordinaire, c'est-à-dire que ça ne figure pas, c'est-à-dire y compris d'un point de vue de l'ordre légal. La première difficulté, mais peut-être aussi le premier aspect que l'on peut mettre en évidence quand on pense au télétravail, c'est de savoir qu'il s'agit d'une modalité extraordinaire du travail qui a plutôt et toujours été envisagée en présentiel dans les locaux de l'employeur. Autre point, l'importance de l'accord. Alors l'importance de l'accord, peut-être bientôt un accord national interprofessionnel qui va encadrer la pratique. L'importance de l'accord montre à quel point il est le produit d'un dialogue social constructif, riche, et qui permet justement d'encadrer cette pratique, mais aussi d'avoir un suivi de la pratique. On va voir que dans la période, c'est important à plusieurs titres. Pour information, la situation que l'on a vécue, la modalité de recours au télétravail généralisé que l'on a connue avait été prévue par le législateur en 2017. C'est l'article 1222-11 du Code du travail qui précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles comme une pandémie, le télétravail peut s'imposer aux salariés. Alors là encore, ça semble simple dans l'écriture du Code du travail. On verra peut-être que ça ne l'est pas autant qu'on l'imagine. Ensuite, autre point, c'est qu'il y a le cadre de la loi, mais que derrière, notamment depuis l'accord national interprofessionnel de 2005 et l'inscription dans la loi de la pratique du télétravail, donc dans le Code du travail en 2012, revu en 2017, un certain nombre de principes ont été régulièrement rappelés et constituent en fait la base. Les principes applicables au télétravail, ce sont les principes du double volontariat, le principe de la réversibilité, assorti d'un certain nombre de libertés fondamentales. Hein. Finalement, c'est le respect des droits des salariés et la protection de la vie privée, et dans le cadre de la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Alors aujourd'hui, pour être tout à fait complet sur cette partie de la présentation, donc je vous ai dit que c'était une modalité extraordinaire de l'organisation du travail, mais le télétravail peut constituer un avantage d'un point de vue de la qualité de vie au travail, dans l'équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Et puis, il est apparu, notamment avec l'apparition de la Covid-19 en janvier, février, plus sûrement en mars 2020, que c'était une pratique qui, en plus, permettait de lutter contre le risque épidémique ou le risque pandémique tel qu'on le vit actuellement. Et voilà. Alors, autre point, ça peut constituer un apport. Ah, Stéphane, on t'a perdu. Allô? Oui, c'est bon, Stéphane. Ah oui, excusez-moi, j'espère que je ne vais pas avoir de soucis de bande passante, parce que ça m'a l'air d'être bien faiblard aujourd'hui. Bon, je m'en excuse. Donc, l'autre point que je disais, donc certainement que ça peut constituer quelques avantages, mais attention, la pratique du télétravail peut aussi présenter un certain nombre de risques. On l'évoquera plus tard dans la présentation. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît, Benoît? Alors,
Ce que je viens de vous dire finalement est récapitulé. Quand on regarde la pratique un peu plus dans le détail, notamment à travers une étude de l'ANACT qui a été régulièrement mise à jour depuis mars 2020, donc c'est des études successives sous voie de questionnaire, on se rend compte de plusieurs choses. Déjà, la pratique est largement plébiscitée par les salariés. Donc c'est un premier point, c'est-à-dire que quand on demande la perception qu'en ont les salariés, on a vu que dans la période, c'est ce que disait Louis tout à l'heure, il y avait un intérêt manifeste pour la pratique. C'est une pratique plébiscitée, mais qui présente ou qui peut présenter certains risques. Donc, on voit aussi dans le questionnaire qui a été diffusé par l'ANACT, que la pratique demande un accompagnement spécifique, notamment d'un point de vue de la régulation du travail, de la régulation au sein des collectifs. On voit qu'il peut y avoir une particularité. On voit aussi que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, enfin, je devrais dire, contrairement à ce que moi j'imaginais, hein, après tout, on peut tous avoir des perceptions différentes, on se rend compte que ce n'est pas forcément les plus jeunes, notamment les primo-télétravailleurs, qui plébiscitent la pratique. C'est-à-dire que des très jeunes ou des personnes qui viennent d'entrer dans les entreprises ont particulièrement un regard négatif sur la pratique du télétravail full-time, telle qu'elle a été pratiquée et comme elle est pratiquée depuis à nouveau quelques jours. Dernier point, dans les modalités de réponse, quand on s'intéresse à cette étude de l'ANACT, c'est qu'on voit bien qu'il peut y avoir une atteinte sur un état de fatigue générale. Ça veut dire que la pratique n'est pas sans présenter un certain nombre de risques, et notamment les salariés témoignent d'une fatigabilité particulière, et c'est peut-être ce qu'ont retenu notamment un certain nombre de managers aujourd'hui, avec néanmoins une efficacité beaucoup plus importante qui a été évaluée pour la première fois à grande échelle dans la période. Et c'est un point, bien évidemment, qui encourage aujourd'hui, notamment d'un point de vue des organisations patronales, la volonté de négocier sur cette pratique. Slide suivante, s'il te plaît, Benoît. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est dans une période extrêmement mouvante, c'est-à-dire qu'on parle énormément du télétravail et il y a des débats qui sont apparus. Alors, je voulais juste là vous faire part ou vous témoigner d'un débat d'actualité dont vous avez entendu peut-être parler, peut-être aussi parce que c'est des questions que vous vous posez aujourd'hui. Alors là, on est vraiment dans l'actualité de ces derniers jours et sur la question, en fait, de l'imposition, de l'obligation du télétravail à l'employeur. Ce qui est certain, c'est que l'article 1222-11, dans son application, constitue une dérogation, et ça veut dire que le télétravail peut s'appliquer et s'imposer aux salariés dans des circonstances exceptionnelles. Ce qui était beaucoup moins clair, notamment d'un point de vue de la liberté d'entreprendre qu'ont les employeurs, c'était de savoir s'il était possible d'imposer à l'employeur le télétravail dans la pratique et full-time. Ça, c'est une question qui est apparue récemment et dont on a aujourd'hui des éléments de réponse qui ont été apportés notamment par le Conseil d'État dans une décision qu'il a rendue, c'est le juge des référés du Conseil d'État qui a rendu le 19-10, une décision qui en fait renseigne enfin sur la portée du protocole sanitaire ou des différents protocoles sanitaires. Le dernier, si vous suivez la logique, étant celui du 28-10, dans lequel le télétravail pour les personnes qui peuvent le réaliser en full-time pendant 5 jours n'est pas une option, comme a dit le ministre du Travail, ça figure dans le protocole sanitaire. On peut penser aujourd'hui, même si ce protocole n'a pas de force contraignante, on peut penser que quand même, tel que ça a été rappelé par le juge, ça constitue un cadre suffisamment fort d'un point de vue des recommandations pour matérialiser l'obligation de prévention, l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur en lien avec le Covid-19. Donc, si vous suivez bien la logique, c'est pas contraignant en tant que tel un protocole sanitaire, donc l'employeur ne peut pas a priori comme ça, être obligé à avoir recours au télétravail, mais quand le télétravail figure comme une recommandation sanitaire qui émane du gouvernement dans un contexte épidémique, ce cadre est suffisamment important pour que l'employeur mette en jeu son obligation de prévention et s'il ne respecte pas cette obligation de prévention, peut engager sa responsabilité, y compris d'un point de vue pénal. Voilà la logique, un peu.
que je voulais vous expliquer. Pour continuer, s'il te plaît, Benoît. Alors, peut-être, oui. Agnès qui prend la parole. Il y a quelques questions qui sont posées. On avance encore un petit peu ou Non, c'est peut-être bien. Je ne les vois pas, mais Agnès, on peut effectivement, puisqu'on vient de clore un chapitre, c'est ce que j'allais vous proposer. Vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez. Ah, excuse-moi, j'ai d'abord anticipé Ben, c'est très bien. à ta question. Et si ça se trouve, les réponses seront peut-être dans la suite du contenu, mais je vous laisse gérer. La première question qui a été posée, dans le cadre d'un accord déjà signé, quelle est sa position par rapport à un accord de branche ou un accord national? Là, je pense que ça nous renvoie sur des notions qu'on a déjà traitées dans d'autres sessions. Je vous laisse y répondre très rapidement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel de 2005 est encore en cours. J'en parlerai tout à l'heure. Ça constitue un cadre qui est encore en cours. Je ne sais pas si c'est l'objet de la question, mais c'est un point qu'on va aborder tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on va voir que coexistent deux dispositions qui sont parfois contraires. Aujourd'hui, on a un cadre légal qui figure sous les articles 1222-9 et suivants du Code du travail, et des dispositions qui figurent dans l'ANI 2005 qui sont parfois contradictoires. Mais les deux, en l'état, s'appliquent. C'est un peu l'une des difficultés, une des particularités juridiques de la période. Aujourd'hui, depuis 2017, on peut penser, enfin 2017 et surtout El Khomri 2016, on peut penser que la norme, l'accord d'entreprise, s'applique, que c'est l'une des voies royales pour cadrer la pratique. Néanmoins, derrière, il y a un certain nombre de principes. Si on regarde par exemple le double volontariat et la réversibilité quand on parle, c'est issu quand même des négociations qui ont eu lieu en 2005 et qui aujourd'hui ont encore leur importance. Ok, merci. En espérant avoir répondu à la question, mais s'il y a besoin de compléments, merci de reformaliser la question par oui, chat. Bien sûr. La deuxième question, les 6 vidéos sextants qui sont postées sur YouTube sont-elles toujours d'actualité? Là, vous avez des fans. Oui. Oula, alors là… oui, mettez-les sur tous les tweets, mettez-les, oui, c'est toujours d'actualité par rapport à ce que ça décrit dans la situation du télétravailleur. Le contexte n'a pu faire qu'exacerber les risques qui y sont pointés, donc oui, c'est toujours d'actualité. Oui, on va le passer un peu en revue, mais oui, plus que jamais, je dirais. Quelles sont les informations que l'employeur a le droit de tracer? Ah, grande difficulté et j'en parle maintenant parce que peut-être que c'est un point que j'évoque pas forcément. Aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle pratique qui est arrivée, celle du tracing et du controlling. Il existe aujourd'hui des moyens numériques extrêmement performants en capacité de contrôler l'activité en temps réel des télétravailleurs à travers leurs outils et l'usage qu'ils ont de leurs outils. Donc, de ce point de vue-là, l'employeur, sous son obligation de direction, a la possibilité de contrôler l'activité. Ensuite, toute la difficulté, et c'est certainement ce que va devoir trancher la CNIL, c'est le respect à la fois de l'espace privé, de la vie privée, de l'utilisation notamment des adresses personnelles et la volonté qu'aurait l'employeur de contrôler le niveau d'activité ou l'activité en temps réel des salariés. Il y a des questions qui vont être posées. Ce sont des questions, alors pour vous en informer, ce sont des questions qui se posent certains de nos clients aujourd'hui. Par exemple, notamment durant le premier confinement, dans des métiers qu'on n'imaginait pas pouvoir être pratiqués en télétravail, celui des services après-vente, la pratique s'est largement répandue, mais avec des systèmes de controlling et de tracing extrêmement forts. Ce qui pose des difficultés d'un point de vue à la fois de la sécurité des informations, c'est un enjeu, et d'un point de vue du respect, vous avez vu dans les principes, le respect du droit privé, de la sphère privée du salarié, y compris son adresse privée. C'est pas encore complètement tranché par la CNIL, ça, l'utilisation de son adresse privée, et à la fois le droit qu'a l'employeur de contrôler l'activité de son salarié. Alors,
Attention, il y a des pratiques de contrôle qui sont certainement à la limite de la légalité. Hein. Il faudrait sortir du général pour raisonner par détail. C'est-à-dire que un traceur ou tout simplement un récapitulateur ou la capacité de voir en temps réel le niveau d'activité ou de faire une synthèse de l'activité, c'est pas la même chose qu'un niveau de surveillance qui serait mis en place par l'employeur sans que le salarié n'en ait été informé. Derrière, il y a toujours les mêmes obligations qui pèsent sur l'employeur d'un point de vue de la liberté informatique. Voilà. Donc encore un enjeu, encore un débat. Ouais, je rajouterais peut-être à ce que tu dis, peut-être dans le complément de la question, c'est vrai que c'est extrêmement problématique parce que tu l'aborderas tout à l'heure, se pose la question aussi des capacités de suivre et de réguler la charge de travail des télétravailleurs. Et donc, et aussi du côté des représentants des salariés, des délégués et des CSE, le fait d'avoir des indicateurs de suivi de la mise en place aussi de ces accords. Donc, à partir de ce moment-là, quels vont être ces bons indicateurs sans rentrer dans une logique de tracing, et d'ailleurs on pourrait en discuter parce qu'on sait, par exemple, si on regarde ce qui concerne le droit à la déconnexion, quand on est connecté à ce que véritablement on travaille, c'est pas toujours aussi évident que ça. Hein. Et pour autant, c'est peut-être ce qui peut être mesuré de l'autre côté par la direction. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un sujet qui est complexe parce que de votre côté aussi, vous avez besoin que la direction vous apporte des garanties comme quoi il n'y a pas de suractivité du fait aussi du développement du télétravail. Et donc, qu'est-ce que l'on met en place là pour pouvoir avoir la bonne jauge sans rentrer dans les problématiques de tracing qu'évoquait tout à l'heure Stéphane? Le tracing, effectivement, anime un peu les questions. Le tracing peut-il être fait sans notre accord? Peut-on exiger une transparence sur les informations que l'employeur trace? Est-ce qu'il est pertinent de se lancer sur ces sujets-là? Oui, en fait, toujours en lien avec les libertés informatiques, il doit y avoir une information. Alors là encore, il faut être très précis. Ça veut dire que sur des outils ou sur un logiciel qui appartient à l'employeur, il y a un certain nombre, là pour le coup, de décisions de justice d'un point de vue des libertés informatiques. Même si la CNIL… vous m'entendez? Excusez-moi, je crois qu'il y a eu voilà. Si la CNIL est plutôt timorée, on sait que usuellement, les activités de contrôle de l'activité doivent donner lieu à l'information auprès du salarié de cette activité de contrôle. Ensuite, se pose toujours la question de la possibilité de reporting dont dispose l'employeur sur ces outils. Ce sont ces outils qu'il met à disposition et qui permettent de générer des statistiques. Là, l'information n'est pas forcément nécessaire. En revanche, tout ce qui va être utilisation de l'adresse personnelle, comment ça s'appelle, de logiciels espions, etc. Là, ça risque de générer un contentieux et là, il doit y avoir une information explicite du salarié, surtout tout ce qu'on connaît déjà, je ne parle plus là du télétravail, mais par exemple de la capacité que l'on a à suivre les livreurs en temps réel, la capacité que l'on a à voir dans les entrepôts aussi, je ne parle pas du tout de votre type d'activité, de tracer là aussi l'activité en temps réel, tout ça doit donner lieu à information en revanche. Voilà, donc quand on parle de tracing, ça dépend vraiment des modalités. Mais aujourd'hui, il existe des logiciels extrêmement performants qui permettent de vérifier votre activité des logiciels. Hein. C'est-à-dire, je ne parle pas d'un gros dispositif digital, c'est-à-dire un logiciel qui peut être installé, acheté par l'employeur et qui permettent de contrôler l'activité à distance par rapport au nombre de clics qui sont effectués, par exemple, sur une souris ou sur l'utilisation du clavier ou le débit du clavier. Voilà, il y a des pratiques aujourd'hui qui sont quand même assez particulières. Là, à mon sens, même s'il n'y a pas encore de décision claire d'un point de vue de la CNIL, ça nécessite une information auprès de l'emploi des salariés. Et pour aller jusqu'au bout de ce processus d'information, à mon avis, ça a un impact sur les conditions de travail, dont ça demande à ce qu'il y ait avis du CSE, donc information, consultation du CSE. D'accord. Voilà. Peut-on refuser d'être suivi par un outil de tracking? Et je pense que ce sera la dernière question sur le tracking. Sinon, j'ai l'impression qu'on peut y rester un bon moment. Ouais. On voit que sur le télétravail, il y a des sujets à part entière sur lesquels on pourrait débattre longtemps. Et c'est vrai, qu'il y a des sujets d'actualité. C'est l'objet d'ailleurs de ce webinaire, de se dire qu'il y a des paradigmes qui sont apparus par
l'extraordinaire de la pratique, quoi. Hein, il y a aussi cette réalité-là. Donc, du coup, la question, Agnès, est-ce que tu peux me la rappeler? Excuse-moi, Je la rappelle, peut-on refuser d'être suivi par un outil de tracking? Et c'est la dernière que je prendrai sur le tracking. Eh bien, le refus du tracking doit être, enfin, ça veut dire qu'il faut, il faut qu'il y ait une décision d'un point de vue de l'atteinte aux libertés individuelles, tout en sachant que l'employeur, d'un point de vue de son obligation sous son pouvoir de direction, pardon, a la possibilité de contrôler l'activité des salariés. On est dans un contexte particulier. On présente souvent le fonctionnement des autres pays en exemple. Il faut savoir qu'en France, on est soumis à subordination et que l'employeur a un pouvoir de direction extrêmement développé. Ce qui veut dire que là aussi, derrière cette pratique, il y a un certain nombre de droits. Maintenant, il me semble que le refus, si l'employeur le met en place et qu'il y a eu information, consultation du CSE, qu'il y a eu avis favorable et que ça concerne, et là encore je me méfie parce que il faut quand même être prudent sur de quoi il s'agit réellement. Le refus, si ça rentre et si ça a été précisé aux salariés, devrait certainement être porté sur le terrain de l'atteinte aux libertés individuelles, etc. C'est pas un refus simple. Hein. Je crois que la question doit être débattue encore. Oui, si je peux dire un mot aussi là-dessus. Oui. Cette question-là se pose parce que, justement, parce que les gens sont en télétravail. Et c'est étonnant de voir que dans la plupart de nos entreprises, on n'a pas ces outils de contrôle sur nos postes de travail en présentiel. Les managers sont pas tout le temps derrière notre dos à vérifier notre rythme de frappe des claviers ou je sais pas quoi d'autre. Il y a dans beaucoup de nos entreprises une notion à la fois de confiance et à la fois d'incapacité à réellement contrôler ce que font les gens et de leur temps, les pauses de café, etc. Voilà. Donc tout d'un coup, parce qu'on est outillé, parce qu'il existe des logiciels etc., tout d'un coup, on se pose la question de mettre tout ça en œuvre. Attention, il faut rappeler aux gens pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de mettre en place des systèmes intrusifs qu'on n'avait pas jugé utile de mettre en place quand les gens étaient en mission, en clientèle ou sur site. Voilà, et la plupart des managers qui imaginent ça sont des managers suspicieux, alors qu'une grande partie de notre management repose, je dis une grande partie parce qu'il y a toujours des particularités, repose sur la confiance et l'encouragement. Donc, ne nous laissons pas engager sur cette pente-là qui, à mon avis, fera perdre tout le monde, quoi. Oui, merci Louis d'avoir précisé parce que c'est un point central et d'ailleurs dans les discussions actuelles, notamment par rapport aux négociations, la notion de confiance est centrale, réellement. Elle est à l'origine, j'ai envie de dire, c'est le substrat d'abord, c'est le substrat d'une négociation qui commence bien. Voilà. La confiance, elle est utile et nécessaire dans cette pratique, puisqu'on voit bien que les moyens habituels de vérification que sont la présence, le fait d'être sur le lieu de travail, disparaissent avec le télétravail, et que pour autant, il ne faut pas qu'on tombe dans des aberrations inverses, où on mettrait en place des dispositifs qui n'existent pas sur les lieux de travail pour contrôler les salariés alors qu'on ne le fait pas in situ. Donc c'est important et ce point, il est quand même régulièrement rappelé dans la période et je crois que c'est quelque chose qui va devoir animer les négociateurs actuellement. Hein. Alors il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études sur ce qui s'est passé et des études continuent à être faites en ce moment. Et il semblerait que ces études montrent que ceux qui, en présentiel, étaient performants sont encore plus performants et ceux qui ne l'étaient pas le sont pas plus. Et d'une manière statistique, on observe ça. Ce qui tend quand même à encourager le fait que ça sert à rien de mettre des systèmes intrusifs pour contrôler les salariés.
Oui, et je crois que dans les derniers chiffres, c'est jusqu'à 4 heures que, enfin, l'efficacité qui a été évaluée, notamment sur la période entre mars et mai, notamment dans les métiers qui nous concernent, dans les métiers de police, c'est une efficacité qui a été évaluée à 4 heures mensuelles, ce qui n'est pas neutre, hein, voilà, en moyenne, et voilà. Est-ce que, du coup, on peut continuer, Agnès, peut-être, sur le... C'est ce que j'allais dire. Il y a d'autres questions, mais à mon avis, qui vont se raccrocher à la prévention des risques. Donc, on continue. Allez, on continue. Alors, pourquoi est-ce que on parle de ce sujet-là? Toujours par rapport à la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, hein, c'est de se dire quels sont les enjeux. Eh bien, les enjeux, c'est que là, sur cette période, on a eu un très vaste laboratoire sur la pratique du télétravail. C'est aussi un point, c'est certainement ce qui est le plus caractéristique de l'époque. C'est pour ça que ça suscite aussi autant de débats, autant d'envie, autant de désirs, parfois aussi des craintes ou des inquiétudes. Parce que là, pour le coup, on a eu une pratique, un laboratoire inédit en France, ce qui a permis justement de voir la pratique, mais aussi, et pour moi, c'est pas un gros mot, d'envisager les risques potentiels. Parce que comme toute pratique ou comme toute modalité d'organisation du travail, si on réfléchit en termes de prévention, il peut y avoir des risques. Et ces risques, il est bon de les aborder. Donc, qu'est-ce que nous enseigne finalement la période sur les risques? Alors, un risque qu'on ne découvre pas avec la période, mais qui a pu être problématique parfois, et c'est celui qu'on doit quand même investiguer hein, quand on parle de pratique du télétravail, c'est le risque d'isolement professionnel. Alors ça, c'est un point qui a été particulièrement vrai dans la période, avec le risque que l'on connaît. Alors que l'on connaît, là je reprends ma casquette de psychologue du travail, on sait qu'il y a un risque de démobilisation et de désengagement. Entendons-nous? Pas chez tous les salariés, c'est un risque, il faut l'investiguer, c'est pas partout, pas tout le temps, tout le monde ne se reconnaît pas là-dedans, mais ça peut être parfois l'objet, enfin ça peut provoquer des troubles de démobilisation, de désengagement. Un autre point aussi, c'est le lien, c'est les relations. Le travail, dans son plus petit dénominateur commun, le travail est envisagé comme étant un vecteur relationnel fort. Et là, typiquement, c'est peut-être l'aberration du télétravail, c'est qu'on met une distance. Alors, la Covid amplifie le phénomène. Mais c'est aussi une des difficultés, et le risque d'isolement, il est aussi lié aux distances physiques qui sont mises en place, et c'est l'un des sujets. Parmi les autres sujets, c'est aussi la possibilité d'avoir accès à des organes de régulation du travail. Quand je dis organes de régulation, je pense autant au trait d'union entre les différents collègues au sein d'une équipe, donc la régulation du collectif, qu'à la régulation de la charge de travail. On va largement en parler plus tard, donc je ne m'étends pas trop là-dessus. Ensuite, eh bien, il y a des différences. Il y a des différences aussi qui sont apparus dans cette période peut-être particulièrement entre ceux qui étaient suffisamment autonomes dans leur activité, ce qu'évoquait Louis dans une certaine mesure, autonome à la fois dans la capacité d'organiser son activité en télétravail et autonome dans l'utilisation des outils qui la favorisent. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est important, qu'il est important à vérifier. Ensuite, je mets juste un petit encadré spécifique à la période que nous traversons. On est aussi dans une invisibilité directe. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est sur le lieu de travail, tout le monde voit tout et connaît tout de l'investissement ou du travail réel de quelqu'un. Mais néanmoins, c'est une difficulté puisque cette année, l'évaluation pour les futurs évaluateurs, donc je pense aux managers, elle se fera sur la base d'une activité qui aurait été conduite à distance, et ceux qui sont le plus éloignés, c'est-à-dire les managers qui sont les plus éloignés des équipes, auront parfois des difficultés à bien appréhender cette question des objectifs. Donc, je pense notamment quand on a affaire à des groupes aujourd'hui et des activités fonctionnelles avec des managers qui déjà parfois étaient délocalisés par rapport aux salariés et qui, du fait du télétravail, sont peut-être parfois encore un peu plus distants de la réalité de l'activité des salariés. La slide suivante, s'il te plaît, Benoît.
Bon. Alors, oui, bien sûr. Donc, parmi les autres risques qui sont là aussi depuis longtemps identifiés, mais qui ont été particulièrement actifs dans cette période sur lesquels on doit être aussi vigilant, c'est les risques liés à l'hyperconnexion au travail. Pour rappel, vous savez que dans la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la QVT, le droit à la déconnexion est une thématique centrale sur laquelle il doit y avoir des sujets abordés chaque année. Mais ce risque lié à l'hyperconnexion peut avoir plusieurs visages. Ça peut être à la fois l'incapacité que l'on a à se déconnecter, c'est d'être joignable beaucoup plus facilement. C'est aussi de ne pas avoir de garde-fou en fonction de telle ou telle organisation du travail. Donc, c'est un point qui est important à avoir en tête quand on aborde les risques du télétravail, puisque ça constitue aujourd'hui l'une des difficultés que peuvent rencontrer certains salariés. L'autre point, dans la période, qui est peut-être moins vrai dans une période plus régulière, c'est l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, classiquement, le télétravail est envisagé d'un point de vue du salarié comme étant une capacité de mieux réguler cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment en réduisant la contrainte des trajets, la contrainte aussi de tout ce qui concerne l'organisation de la vie domestique dans un cadre restreint du fait de la présence. Donc tout ça a été vécu comme est un point positif du télétravail tel qu'il est abordé. Dans la période, notamment peut-être encore de manière un peu plus forte lors du premier confinement, et l'enquête Opinionway empreinte humaine date de juin, donc effectivement on est quand même dans ce registre. L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle a une fois de plus, je dis une fois de plus parce qu'on sait que c'est une thématique qui est hélas régulièrement, qui aboutit au même type de résultats, a montré un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans la capacité à amortir les enjeux de la vie domestique quand tout le monde était confiné, y compris les enfants. Voilà, il faut être clair. Et que ça a constitué d'ailleurs dans la période une difficulté particulière où les femmes ont eu des temps de travail beaucoup plus importants quand on cumulait la vie domestique, l'effet de la vie domestique et de la vie professionnelle. Dernier point, parce que là aussi c'est un risque, du moins c'est quelque chose qui est à l'origine de difficultés que peuvent rencontrer les salariés, la qualité de vie, de l'espace de vie conditionne la qualité de vie au travail. C'est une évidence. C'est certainement ce qui explique, notamment dans les enquêtes qui ont été menées par l'ANACT et que l'on voit régulièrement, que les très jeunes salariés, finalement, ne sont pas favorables tant que ça à la pratique du télétravail. C'est-à-dire que c'est pas la tranche d'âge, les 20-30 ans, qui revendiquent le plus spontanément l'envie d'être en télétravail. Peut-être aussi, et Opinionway, notamment dans cette enquête, a montré qu'il y a des questions d'habitat, de pratique du télétravail dans des espaces réduits. C'est aussi une réalité sociologique là derrière. Mais quoi qu'il en soit, l'espace est un facteur déterminant. On va voir tout à l'heure que l'espace, c'est aussi quelque chose, quand on réfléchira aux accords, qui doit être analysé et réfléchi, notamment par les représentants syndicaux ou les délégués syndicaux qui sont à l'origine de la négociation, parce que la question du télétravail, telle qu'elle est vécue dans le Code du travail, c'est hors du lieu du travail, bien souvent le domicile. Mais le domicile est parfois inapproprié à la pratique du travail. Et ça, c'est une véritable difficulté. Pour continuer, Benoît, s'il te plaît, slide suivante. Si. Alors, un autre point qui est apparu, ce que nous enseigne la période parmi les enjeux, c'est le rôle fondamental du management, notamment des managers de proximité. Finalement, ce qu'on a découvert, c'est que tous les managers, et j'ai envie de dire peut-être la majorité d'entre eux, si on en croit les différentes études, il y a un besoin de formation, de montée en compétence sur le management à distance et ses particularités. Parce que là aussi, on a vu que la régulation passe par le management et qu'il est beaucoup plus difficile finalement de réguler la charge de travail, d'animer un collectif à distance.
Donc ça, c'est une pratique et on voit bien que le manager, notamment les managers opérationnels ou les managers intermédiaires, vont avoir une fonction importante pour réguler et qu'il y a sur l'étude de l'ANACT une grande différence de perception entre les salariés qui avaient régulièrement un contact avec leur manager et ceux qui, au contraire, n'avaient pas ce contact régulier, etc. Donc ça, c'est important, je crois, de l'avoir en tête, puisque c'est aussi un moyen d'orchestration de l'activité à distance en télétravail, et ça peut constituer un risque pour les personnes qui en seraient démunies. Pour continuer, s'il te plaît, Benoît, toujours sur ce point. Donc, quand on parle de charge de travail, vous le savez certainement, donc je ne vais pas m'étendre trop sur la question. La charge de travail, c'est à la fois la charge réelle, mais depuis que les ergonomes ont utilisé cette différence, c'est aussi la charge réelle, la charge subjective, c'est-à-dire que la régulation, c'est aussi avoir des temps d'échange qui permettent aussi aux salariés de pouvoir exprimer des difficultés qu'ils auraient dans leur activité ou des difficultés qu'ils auraient avec la situation d'isolement, de pratique du télétravail. Et on voit bien que réguler la charge, bien évidemment, ça passe par la régulation du temps de travail, par le suivi de la charge de travail. Mais dans la charge de travail, il faut aussi apprécier de manière qualitative, et là je me situe d'un point de vue de la responsabilité des managers, il doit y avoir aussi une appréciation qualitative et on n'a plus tous les signes de perception, les éléments paraverbaux, les postures, les gestes qui permettent de voir si quelqu'un est en difficulté dans son activité en présentiel. On a quand même quelques signes. C'est beaucoup plus difficile à distance et c'est important justement qu'il y ait aussi des échanges, des temps d'échange informels pour réguler la charge mentale que peuvent avoir certains salariés, notamment ceux qui supportent le moins le télétravail. Benoît, pour continuer, s'il te plaît. On passe à la partie suivante. Oui. Alors, du coup, Agnès, est-ce que on se refait une salve de questions? Exact, il y a quelques questions. Oui. Je les prends une petite seconde. Donc, en dehors des questions, il y a aussi beaucoup d'échanges qui se font par chat, ce que je trouve très, très appréciable. Donc, je ne vais pas lire tous ces échanges-là, mais il y a beaucoup d'interactions qui se font en parallèle. Merci à ceux qui participent, merci à ceux qui répondent. Merci pour cet échange. En termes de questions, il y a des exemples aussi, on nous parle de croissance de la charge mentale. Enfin, il y a pas mal d'exemples qui ont été postés aussi sur des choses qui n'ont pas été envisagées, mais qui sont des vraies problématiques, je pense, autour du sujet du chapitre qui vient d'être évoqué. Les risques TMS, puisqu'on nous parle aussi d'installation. Ce qui me fait rebondir sur une question formelle, l'employeur a-t-il l'obligation de me fournir les mêmes conditions de travail qu'en présentiel? Nombre d'écrans, fauteuil de bureau, ou est-ce que c'est de la responsabilité ou à la charge, en tous les cas, du salarié? Voilà, je vous articule un petit paquet là. Alors là, hélas, ma réponse, elle va pas être directe ni simple. On va en parler un petit peu. Tout simplement parce que si on regarde le cadre légal d'un point de vue des obligations de l'employeur, entre 2012 et 2017, on a assisté à un écrémage des obligations de l'employeur, très importante. Donc, a priori, si on regarde le Code du travail, et si on regarde d'ailleurs, c'est relayé sur le site du ministère du Travail sur les questions-réponses qui ont été communiquées par le ministère du Travail, l'employeur n'a pas d'obligation de financer un certain nombre d'éléments. Je dis ça et très vite, vous allez voir tout à l'heure que pourtant, ça va être un objet d'un point de vue de la négociation, que le cadre de l'accord national interprofessionnel de 2005, celui qui existe, en attendant le prochain qui est en cours. L'accord national interprofessionnel est encore applicable, prévoit d'autres dispositifs, et que dans les accords, il y a un encouragement, dans les bons réflexes, dans les paradigmes que l'on doit avoir, il y a un encouragement à devoir prendre un certain nombre de frais, et d'ailleurs, c'est régulièrement répété par la jurisprudence. Donc, la réponse, c'est, si on regarde le Code du travail, ce serait plutôt non, et pourtant, dans la pratique, quand on regarde les accords, et l'accord est fondamental de ce point de vue-là, quand on regarde la jurisprudence,
Et il y a une obligation de fournir du matériel. Ensuite, quand on regarde le Code du travail, là je parle d'un point de vue de l'ergonomie des postes de travail. Le Code du travail, il est très pauvre là-dessus. Il n'y a qu'un article, c'est sur le siège, c'est d'avoir un siège approprié à l'activité. Ça ne parle même pas de l'ergonomie. En revanche, derrière, vous savez qu'il y a un certain nombre de normes, les NF 3502 pour ceux qui les connaissent, édictées régulièrement, qui rappellent les nomenclatures, le type de siège qui doivent être adaptés. Ensuite, il y a le médecin du travail est un acteur central de la prévention et lui-même peut avoir des prescriptions. Voilà, donc à la fois, a priori, sans accord, ça me semble beaucoup plus difficile quand on regarde le Code du travail d'imposer l'application ou la prise en charge d'un certain nombre de frais qu'on passera en détail plus tard si vous le voulez bien, dans la partie qui suit, la prise en charge de l'équipement, etc. À la fois, sans accord, c'est plus difficile depuis 2017 et pourtant, l'ANI de 2005 est encore applicable et la jurisprudence, le Code du travail rappelle un certain nombre d'obligations à l'employeur qui vous encourage finalement à utiliser ce levier pour négocier des moyens. J'espère avoir répondu avec mon discours d'Auvergnat, mais on va l'aborder dans la partie suivante, peut-être un peu plus dans le détail. D'accord, je vais te laisser continuer. Je garde encore certaines questions en réserve pour la suite. Ok. Alors, la partie que j'ouvre maintenant, c'est une partie à la fois de transmission de bonnes pratiques, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez compris. On va s'intéresser un peu au cadre légal et c'est surtout d'échanger avec vous le benchmark que l'on a fait sur différents accords de nos clients. On accompagne parfois la négociation sur des accords sur le télétravail et c'est toute cette expérience que j'ai envie de partager là avec vous maintenant et qu'on réfléchit justement aux leviers que pourraient être les vôtres en vue de la négociation de ces accords si vous vous inscrivez dans cette démarche. Alors, Benoît, la slide suivante, s'il te plaît. Alors, voilà, donc ce que j'évoquais avec vous apparaît là maintenant. Donc, aujourd'hui, on est en attente de résultats de la négociation interprofessionnelle qui vient de démarrer le 3 novembre 2020. Comme je vous l'expliquais, donc je vais pas revenir là-dessus, il y avait jusqu'en 2017 une disposition légale qui figurait dans le Code du travail et qui stipulait que l'employeur devait assumer les coûts du télétravail. Ça a été supprimé. Néanmoins, c'est certainement la raison pour laquelle il n'y a pas que celle-là, mais il y a aussi celle-là, celle des coûts, de l'arbitrage au niveau des coûts, mais aussi du cadre de confiance dans lequel on s'inscrit employeur et représentants syndicaux pour la pratique du télétravail. L'accord est quand même l'élément maître qui permet justement d'encadrer toutes ces pratiques. L'accord national interprofessionnel de 19 juillet 2005, il faut savoir que rappelle un arrêt qui n'a jamais été dérogé par la Cour de cassation du 6 novembre 2013, enfin voilà, notamment du 6 novembre 2013, mais qui a été régulièrement répété, les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur. Donc ça répond un peu à la question de tout à l'heure. C'est sous cette égide, sous l'article 7 de l'ANI de 2005, puisque c'est repris dans l'article 7, c'est sous cet indice qu'on encourage à la négociation de la prise en charge des frais professionnels. Une autre obligation qui pèse sur l'employeur, ça c'est une obligation qui dépasse largement le cadre du télétravail, l'employeur doit s'assurer que les salariés disposent des moyens techniques nécessaires et un environnement adapté. Alors, je vous disais que dans le Code du travail, il n'y a qu'une disposition sur le fauteuil, effectivement. En revanche, il doit y avoir une adaptation, et ça découle des principes de l'article L4121-1 du Code du travail. C'est celui qui stipule notamment que l'employeur doit garantir la santé physique et mentale du salarié. Régulièrement, la jurisprudence, et c'est encore le cas dans les décisions de justice de ces derniers mois, l'employeur doit donner des moyens adaptés à l'activité. C'est l'un des principes généraux qui figurent dans l'article L4121-2 du Code du travail et qui permet justement d'avoir
de mettre des moyens, des dispositions adaptées à l'activité, aux conditions de travail des salariés, si on fait le lien avec la circulaire du ministère, de la direction du travail à l'époque, de 1993. Donc tout ça pour vous dire que, a priori, le Code du travail, relayé par le ministère du Travail, dit non, alors que derrière, quand on regarde bien, oui, il y a une obligation qui pèse sur l'employeur et elle est générale. Elle est générale et par ailleurs. Voilà. Donc pour continuer, s'il te plaît, Benoît. Alors, peut-être pour entrer dans la réflexion autour de la négociation, ce que je vous propose, alors là, en toute humilité, hein, c'est-à-dire que ce que je vous propose là, c'est à la fois, si vous regardez à gauche, c'est issu des préconisations qui ont été émises notamment par la CFTC dans le cadre du télétravail. Donc, vous voyez, si vous voyez la logique, le Code du travail donne des dispositions qui ne sont pas toujours très favorables, pas suffisamment développées. On voit aujourd'hui qu'il y a débat, que toutes les obligations de l'employeur doivent être respectées, notamment d'avoir des conditions de travail adaptées. Donc, on encourage à ce qu'il y ait, dans le cadre du dialogue social et dans un rapport de confiance, la possibilité d'édicter un accord qui permette aux salariés d'avoir une référence sur les droits dont ils disposent dans l'entreprise. Donc j'ai repris en fait ces préconisations qui ont été notamment édictées par la CFTC d'un point de vue de l'organisation de la négociation. Donc c'est mettre en place le télétravail en questionnant l'organisation du travail. Tout à l'heure, je vous disais que c'est une organisation, c'est une modalité de l'organisation du travail. La pratique du télétravail va être extrêmement différente d'un secteur d'activité, mais d'une organisation à une autre, parfois même d'un métier ou d'une activité à une autre. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un maillage conforme à l'organisation du travail dans laquelle vous évoluez. Avoir et non pas avoir une réflexion d'ensemble sur les postes éligibles, mettre en place des modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail, envisager le télétravail autrement que domicile du travailleur. Oui, je vous l'indique parce que dans la majorité des accords les plus anciens, la question du télétravail était définie au domicile du salarié, ce qui constitue une difficulté pour certains salariés actuellement. Dans les accords les plus récents, on voit qu'il y a d'autres modalités d'exercice du travail hors les locaux de l'employeur. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on pense au coworking, on pense à un certain nombre d'éléments comme ça. Distinguer les différentes formes de télétravail, c'est extrêmement important parce que la pratique que j'évoquais avec vous, du télétravail permanent, telle qu'elle est vécue par des millions de salariés, elle a été vécue entre mars et mai, et à nouveau aujourd'hui, et la pratique du télétravail occasionnel. Donc, le télétravail régulier ou la pratique occasionnelle ne constituent pas le même cadre. Donc, il faut avoir des dispositions qui permettent en fait de distinguer ces différents types de pratiques qui n'ont pas du tout la même portée, ni ne constituent pas les mêmes risques et ne nécessitent pas les mêmes moyens. Intégrer les enjeux de la préservation de la santé, donc challenger l'obligation de prévention, contribuer à la prévention, ça fait partie aussi des sujets qu'on doit avoir en tête quand on entre en négociation, clarifier les usages des outils numériques et réinvestir le bénéfice de la reconfiguration des locaux parce que c'est une question qui commence à se poser et qui certainement, avec la généralisation du télétravail, va se poser de manière peut-être un peu plus accrue, tout en sachant qu'aujourd'hui c'est un véritable sujet, c'est un sujet qui concerne les organisations du travail avec le coût de l'immobilier, la rationalisation du coût de l'immobilier, mais pas que. C'est aussi la définition ou la révision des espaces de travail dans les locaux de l'employeur, si je reprends comment l'intitulé ou la terminologie du Code du travail. Donc, ensuite, ce que je vous propose, et ça va permettre un peu de structurer la présentation qui suit, il y a 6 étapes dans ce qui est déterminé. La première étape que je vous propose, c'est définir le cadre du télétravail, d'en parler ou d'avoir
un focus sur cet aspect-là. La mise en œuvre et la cessation du télétravail, là aussi, ça peut structurer une deuxième partie dans un accord sur le télétravail. La troisième étape, c'est le contenu du télétravail. La quatrième, c'est l'environnement et les équipements de travail. Je dois vous dire que le focus va particulièrement porter sur cette partie parce que je sais que peuvent se poser beaucoup de questions par expérience sur la prise en charge des frais, sur l'équipement. Hein. C'est déjà une question qui est apparue tout à l'heure, mais c'est une thématique, c'est des questions qu'on nous pose régulièrement. Bien sûr, c'est aussi la question du suivi du télétravail en termes de charge de suivi d'activité. Et enfin aussi, c'est le suivi de l'accord par les membres qui l'ont négocié et par les représentants syndicaux notamment. Alors pour continuer, s'il te plaît, Benoît, et c'est le premier point et la première étape. Alors, les paradigmes en vue de la négociation, eh bien, en fait, ça va vous sembler simple. Hein. Tout ce que je vais vous proposer là, c'est loin d'être de la physique quantique. Hein. On est dans du bon sens, mais parfois, rappeler le bon sens, ça permet aussi de structurer un petit peu la réflexion ou les échanges qu'on pourrait avoir. Donc, définir le cadre de télétravail, c'est bien évidemment préciser l'objectif, c'est définir le cadre, définition du télétravail, etc. Je vous donne en fait la structuration de l'analyse que l'on a faite quand on a réalisé le benchmark sur nos accords. Enfin, vérifier la compatibilité avec l'organisation du service ou de l'entreprise. Ce qui est important, et vous voyez, ça j'ai envie de dire que c'est le premier, c'est le préambule, c'est la capacité, ça c'est une question qui se pose, peut-être que Louis interviendra là-dessus plus tard parce qu'on a déjà eu cet échange, mais c'est la capacité de communiquer, de recueillir l'avis des salariés dans la période actuelle, notamment quand on est représentant d'une organisation syndicale, parce que c'est quand même la base, le démarrage, c'est de savoir aussi quel est l'avis de la base des salariés, de ce qu'ils en pensent, et la capacité, ça c'est quand même extrêmement important dans la période, de toucher, de recevoir l'avis, de communiquer avec les salariés sur cette thématique ou sur d'autres. Voilà, donc c'est un point que je voulais juste préciser. Pour continuer, s'il te plaît, Benoît. Alors, parmi les points qui sont importants, là encore, vous allez retrouver des choses qui ont déjà été évoquées ici ou là, rappelées tout à l'heure par Louis, et c'est des points extrêmement importants. Il faut toujours raisonner quand on structure la négociation, raisonner là où le bas blesse avec les préconisations qui ont été données par une organisation syndicale, par exemple. Donc le principe du volontariat est un sujet de discussion. On voit bien que c'est relativement problématique au travers de tous les témoignages que l'on reçoit de nos prescripteurs ou de nos clients. C'est est-ce qu'on peut m'imposer le télétravail? Est-ce que l'employeur est obligé d'avoir de mettre en place du télétravail? Et c'est une véritable question. Donc le principe du double volontariat existe, et pourtant c'est bien dans un accord de faire refigurer les règles de l'accès ou de l'expression du volontariat d'un point de vue de l'employeur et d'un point de vue du salarié. Ça, c'est la pierre angulaire. Hein. C'est déjà, comment on peut m'obliger à avoir recours au télétravail ou comment est-ce que je peux avoir directement accès au télétravail? Oui, il y a une question. Non, pardon, j'entendais un bruit de micro, excusez-moi. Donc, ensuite, c'est les modalités d'organisation, les modalités du consentement à travers trois types aujourd'hui, ces trois catégories qui constituent l'organisation, la structuration des modalités de télétravail. C'est la pratique du télétravail régulier, qui n'est pas du tout équivalente à celle de la pratique du télétravail occasionnel, ou de la mise en place du télétravail flexible, ce qui existe de plus en plus. Alors pour faire le distinguo, le télétravail régulier, c'est ce que l'on va on va imaginer une fréquence avec une durée relativement longue du télétravail, donc une pratique régulière sur une durée relativement longue. Le télétravail occasionnel, eh bien, c'est une fois de temps en temps sur la base, par exemple, de 2 journées par mois, voilà. Et la mise en place du télétravail flexible, c'est la capacité d'utiliser ce dispositif comme un moyen de régulation et de maintien de l'équilibre entre vie privée et vie perso. Voilà.
Un autre point, d'un point de vue de la négociation, et c'est extrêmement important, c'est le statut des salariés en situation de handicap. Alors, je vais avoir, si tu me permets, slide suivante, Benoît. Je vais vous proposer un focus sur ce point, en vous donnant à chaque fois, si vous comprenez la logique, quelques critères et quelques exemples qui sont issus en fait de différents accords que l'on a en essayant. Généralement, j'ai essayé de retenir pour vous les secteurs qui vous concernent peut-être plus directement, voilà, mais il peut y avoir par moment des illustrations d'autres secteurs d'activité qui semblent aussi intéressantes. Donc, la situation, les salariés en situation de handicap, qu'est-ce qu'on peut lire dans des accords? Eh bien, parfois, ils sont très restrictifs sur l'éligibilité du salarié. Un accord peut dire, par exemple, que l'éligibilité du salarié, c'est lié à l'éligibilité, c'est-à-dire à la nature du poste sous avis médical. Donc là, on est dans la méthode restrictive. Et puis d'autres, en fait, au contraire, envisagent que pour les salariés en situation de handicap, ils vont devenir prioritaires dès lors que le poste est éligible. Quand on dit prioritaire, c'est précisé là-dessus, ça veut dire qu'ils sont à la fois prioritaires par rapport à d'autres salariés, mais aussi que c'est une organisation du travail qui est développée si le salarié est volontaire. Ensuite, bien l'organisation du travail, ça fait partie là aussi d'un point qui est important. Alors, le recours au télétravail peut être réfléchi pour les salariés en situation de handicap avec un nombre minimum de 2 jours par semaine en télétravail dans un accord, avec une recommandation. Parfois, c'est assorti ou ça concerne d'autres types de salariés qui peuvent avoir le même type de droit. Il faut savoir que là, cet accord a directement copié les dispositions qui concernent la fonction publique. On retrouve vraiment, pour le coup, une applicabilité directe de ce qui concerne les salariés de la fonction publique. D'un point de vue des équipements, et là, c'est aussi un point important. Donc, si je vous le mets là, vous voyez bien, c'est comme un pense-bête, c'est-à-dire que là, sur le salarié en situation de handicap, il doit y avoir des dispositions particulières très précises, détaillées d'un point de vue des besoins ou du matériel qui va devoir être fourni. Donc, dans un accord, on trouve par exemple une liste du matériel à fournir sous avis ou sous recommandation du médecin du travail pour permettre d'équiper à son domicile, par exemple, le salarié en situation de handicap. Pour continuer, s'il te plaît, Benoît. Alors, toujours dans les paradigmes, ou dans les idées qu'on doit avoir en tête, il y a le focus sur l'organisation du télétravail. Là, j'ai retenu l'organisation du travail régulier, tout simplement parce que il y a à la fois, donc vous voyez, un cadre légal. À la suite d'un dialogue entre le salarié et l'employeur, ce dernier détermine la quantité de travail pouvant être exercée en télétravail. Ça, c'est le cadre légal. Et pourtant, parfois, la grande difficulté que l'on voit dans certains accords, c'est l'imposition d'une journée de télétravail. Ce qui peut constituer une difficulté d'un point de vue de la flexibilité, à la fois pour le salarié et à la fois pour l'employeur. Donc, généralement, plutôt que de définir des jours en télétravail, un conseil que l'on donne, c'est plutôt de définir des jours habituellement travaillés. Les jours où, finalement, il faudrait... les télétravailleurs ne peuvent déroger au présentiel. Établir aussi les possibilités de dérogation aux jours habituellement travaillés. Ça, c'est aussi souvent un sujet de litige au sein des équipes. Quel type de dérogation, finalement, qui peuvent venir de l'employeur? C'est-à-dire, il y a un cadre, un avenant parfois, quand c'est sous forme d'avenant, où il y a un accord, et l'employeur veut déroger au cadre de l'accord. Mais c'est bien aussi que les exceptions soient prévues par voie d'accord. Donc, la demande de dérogation, eh bien, par exemple, c'est avertir le salarié et répondre une semaine avant. Voilà, je vous donne un exemple. À l'initiative de salarié, le salarié qui finalement ne prendrait pas son jour de télétravail tel que c'était défini, habituellement tel que c'est défini, eh bien, il peut en informer son manager et demander ce décalage 2 jours avant.
Toujours pour continuer, s'il te plaît, Benoît? Alors là, on entre, à proprement parler, je vous avais dit que j'allais un petit peu, un peu étoffer la partie, l'étape 4, puisqu'on est sur l'environnement et les équipements de travail. Donc déjà, il y a une question qui se pose d'un point de vue du cadre légal. En fait, ce que dit la loi, si vous avez lu tout à l'heure l'article 1222-9, le travail, c'est une pratique hors les locaux de l'entreprise. Donc pendant longtemps, on a imaginé que la pratique, c'était au domicile. Un bureau satellite, et ça a été dit par la jurisprudence, donc je vous l'indique, un bureau satellite, ça veut dire un bureau ailleurs de l'entreprise, etc., n'est pas considéré comme du télétravail au sens de la loi. Donc on est hors des locaux de l'employeur, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de lien spatial avec une identité de l'employeur, pour vous dire les choses comme ça. Ensuite, le télétravail, c'est aussi de réfléchir aux nouvelles modalités d'organisation des espaces de travail. C'est les lieux partagés, c'est les tiers-lieux. Et ça, c'est un point important qui apparaît de plus en plus régulièrement dans les accords sur le télétravail. Déjà parce que ça peut être un moyen, justement, pour les personnes qui pratiqueraient un télétravail régulier, d'avoir la possibilité d'avoir accès à des espaces partagés, donc de sortir d'une situation d'isolement qui pourrait être compliquée pour elle. Et c'est à la fois aussi pour l'employeur un moyen de rationaliser son parc immobilier. Hein. Donc c'est des pratiques qui existent aujourd'hui, qu'on voit de plus en plus se développer dans les différents accords. Donc voilà, je reviens pas sur ce que je vous disais, mais là encore, vous avez des exemples issus d'accords avec une mise à disposition pour les salariés de télécentres, etc. Le lieu de résidence secondaire, parfois, est indiqué très explicitement dans certains accords. Donc là, je vous l'indique. Parfois aussi, la capacité, dans toujours un accord issu du secteur informatique, la possibilité de faire du télétravail en dehors de la France. C'est aussi parfois indiqué de cette manière-là. Bien évidemment, vous voyez que certains exemples sont aussi fonction de la nature de l'activité et de la nature de l'organisation du travail. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est important au bout du compte. C'est de réfléchir à des modalités pratico-pratiques qui seraient utiles à tous et garantes d'un travail de qualité et dans des conditions optimales pour le salarié. Bon. Ensuite, s'il te plaît, Benoît, la slide suivante. Alors voilà, donc ça c'est une question qui a été posée tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà largement parlé. Mais la question des coûts du télétravail a été supprimée depuis 2012. Alors il y a un point que je souhaite aborder ici qui figure pas forcément dans la présentation, mais ça figure aussi, c'est l'objet des débats actuellement. Si on suit la logique de la décision qui a été remise par le Conseil d'État, il faut savoir que de manière très claire, la charge des frais inhérents à la prévention ou à la sécurité ne peut pas peser sur les salariés. Donc il y a un point certainement qui va ouvrir aussi d'autres débats dans les semaines à venir à partir de l'articulation qu'a fait du Conseil d'État des protocoles sanitaires. Il y a quand même un point particulier de ce point de vue-là qui finalement, dans le cadre de la période que l'on vit, va certainement donner lieu à réflexion sur la prise en charge des frais. Parfois, on trouve, et de plus en plus, on trouve dans des accords, enfin de plus en plus, on le trouvait à l'origine, on le trouve encore, après c'est comme quand ça a été encadré par le Code du travail, peut-être un peu moins, vous avez, la proposition, par exemple, d'une participation financière en forfait, indépendamment du nombre de jours télétravaillés. Là, j'ai envie de dire que c'est sur la base du remboursement des frais d'équipement, c'est une participation, alors qui est à distinguer de l'indemnité, hein, qui est autre chose. Mais il peut y avoir une participation financière qui est envisagée, toujours sur l'aspect qu'on évoquait tout à l'heure, où l'employeur a l'obligation d'offrir des moyens de travail appropriés. Voilà, c'est un petit peu ça qui est à l'origine de la négociation. Parfois, dans certains accords, on trouve de manière très pratique, très pratico-pratique, la liste
des équipements qui peuvent être emportés par le salarié en situation de travail régulier sur le cadre de l'article 1222-11, par exemple la chaise, etc. Mais on peut trouver aussi dans des accords des propositions de financement. C'est celui que je montrais tout à l'heure, où là on voit qu'il y a une somme forfaitaire, une participation forfaitaire à l'équipement de l'espace où est réalisé le télétravail. Pour continuer, s'il te plaît, Benoît. Alors toujours de ce point de vue-là, la question de la conformité, ça c'est des questions aussi qui sont régulièrement posées. Il y a des débats. Donc l'employeur a une contrainte d'entretien des équipements nécessaires au télétravail. Alors là, il y a une astuce, enfin je mets qu'il y a un réflexe à avoir. Il faut surtout être vigilant parce que il y a deux choses là-dedans. Il y a à la fois la possibilité, le remboursement, l'indemnité, la prise en charge des frais liés notamment à l'utilisation de l'électricité au domicile, mais il peut y avoir aussi une difficulté de ce point de vue-là. Souvent, ce qui figure dans les accords sur la conformité des installations électriques qui constitue un enjeu d'un point de vue de la sécurité. L'employeur a une contrainte sur les lieux, dans ses locaux, de contrôler la sécurité, notamment la sécurité de l'installation électrique. Parfois, il est demandé qu'en fait des certificats soient remis. C'est rare, mais ça arrive. Les contrôles à domicile, on pourrait imaginer qu'ils soient aussi effectués parce que l'employeur engage sa responsabilité sur l'obligation qu'il a de garantir la sécurité électrique des locaux ou des espaces de travail dans lesquels évoluent les salariés. Donc je vous l'indique parce que ça figure, c'est parfois traité dans certains accords, donc c'est aussi voilà, à titre d'exemple. D'autres points, on est toujours sur la chaise ergonomique, voilà. Pour continuer, s'il te plaît, Benoît. Alors la question des assurances est aussi un point. En fait, quand on regarde le cadre légal, il y a deux types d'assurances qui sont en jeu. Les biens professionnels qui sont confiés par l'entreprise, ordinateur, casque, écran, imprimante, sont généralement couverts par l'assurance multirisque professionnelle souscrite par l'employeur. En fait, il protège ses biens. Voilà. Pour les biens personnels et le logement, ordinateur personnel, bureau, imprimante, c'est l'assurance habitation du salarié qui prend en charge les dommages survenus. Parfois, il est même demandé par voie d'accord qu'il y ait la transmission du salarié qui serait volontaire au télétravail de transmettre un certificat d'assurance habitation. Alors, d'autres pratiques existent. Par exemple, l'entreprise peut décider d'avoir une assurance compensatoire, de prendre une garantie complémentaire pour les pratiques du télétravail. Vous savez que là, c'est pas neutre puisqu'il y a un véritable marché qui est en train aussi d'apparaître d'un point de vue des polices d'assurance qui sont proposées aux employeurs pour garantir leur équipement en dehors des locaux de l'entreprise. Alors, la prise en charge des frais personnels, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, quand on regarde le cadre de la loi et de la jurisprudence, il doit y avoir une prise en charge des frais professionnels induits par le travail, donc par conséquent, par la modalité ou l'organisation de l'activité en télétravail. Il y a même une allocation forfaitaire, il y a un dispositif d'allocation forfaitaire qui a été édicté par l'URSSAF, que vous pouvez trouver quand vous regardez le troisième encadré. C'est issu, le premier exemple est tout à fait une réplique de ce que préconise l'URSSAF de ce point de vue-là. Donc vous avez compris qu'il y a des indemnités qui peuvent être prises en charge, que dans les accords les plus anciens, on les trouve régulièrement abordés, que c'est parfois plus difficile. Autre point, les conditions de travail du télétravailleur, là on est vraiment dans une égalité des droits, et ça a été régulièrement rappelé, y compris dans la période. Les conditions de télétravailleurs doivent être équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité, notamment pour l'attribution des titres restaurants.
Donc ça, c'est un point important. Là encore, il n'y a pas de dérogation à l'obtention des tickets restaurants lorsque l'on est en télétravail. Alors, parmi les exemples que je vous donne, vous voyez qu'il y en a parfois qui sont mieux disants que ceux qui figurent. Ça, c'est l'objet des négociations, hein, vous le savez. Alors, pour continuer, s'il vous plaît. Alors, un autre point important qu'il faut avoir en tête lorsque l'on entre en négociation, c'est la capacité de suivre la charge de travail. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est déjà prévu dans le cadre légal, hein, c'est-à-dire que l'article 1222-9 du Code du travail rappelle qu'il doit y avoir les modalités du contrôle du temps de travail et la régulation de la charge de travail dans la pratique du télétravail, ainsi que la détermination des plages horaires durant laquelle l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Ensuite, un autre article que je vous indique là, c'est l'article 3121-60 du Code du travail. L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Donc, c'est deux articles quand même très structurants pour que cette question soit légitimement abordée avec l'employeur en vue de mettre en place un accord sur le télétravail. Autre point, c'est aussi assurer l'égalité de traitement. La charge de travail, les normes de production, les critères de résultats exigés du télétravailleur doivent être, par souci de justice et d'égalité de traitement, doivent être équivalents à ceux des salariés, en situation comparable. Donc là aussi, c'est un point important parce que on voit qu'il ne peut pas y avoir de situation où qu'on peut challenger aussi un dispositif ou un suivi de dispositif sur ce rappel de l'égalité de traitement et qui semble important. Sur les conseils que l'on vous a dit que plus tard, hein, rien de bien particulier, on en a déjà parlé tout à l'heure, la régulation est centrale de la charge de travail. S'il te plaît, Benoît. Alors, un autre point qui est important, et je crois que c'est pour ça d'ailleurs, je vous l'indique pour cette raison, c'est que en fait, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est aussi, et on en a parlé tout à l'heure, qui dit suivi de la charge de travail ou du temps de travail, c'est pas contrôle du temps de travail. Donc, c'est important d'être clair sur la terminologie, mais aussi sur les dispositifs. Si on revient tout à l'heure aux situations de tracing, c'est important, par exemple, dans vos pratiques, je pense à des organisations du travail où l'habitude de tracer les salariés est omniprésente. Je pense par exemple au métier de téléconseiller, où leur activité est tracée minute par minute, en temps réel, où on a un reporting du nombre d'appels qui sont pris, de la durée du temps d'appel, etc. Il doit y avoir bien évidemment une clause d'engagement, il doit y avoir une information de l'employeur sur ces points-là. Et c'est important, effectivement, de raisonner en suivi, mais pas en contrôle. Ça rejoint, et ça peut faire partie des principes qui étaient évoqués dans l'étape 1, le rappel des principes et de la confiance. C'est quand même ça, l'enjeu, la pierre angulaire de la réussite de ce type de dispositif. Alors, dans les pratiques, c'est le badgeage virtuel via une plateforme en ligne. Alors, vous voyez que là, on n'est pas dans du tracing, hein, on est tout simplement dans la capacité d'indiquer ses horaires de travail et comme ça, de pouvoir on parle pas là de cadre forfait, on est bien chez des salariés qui ont un temps de travail déterminé. Le badgeage permet tout simplement d'assurer le suivi du temps déclaré, un petit peu comme on le ferait dans l'entreprise. Benoît, s'il te plaît. Alors, pour terminer, et c'est la dernière étape sur ce sujet, il est important là aussi dans le cadre de la négociation et quand on réfléchit à un accord de réfléchir à la façon dont on va suivre l'accord sur le télétravail. Alors, qui dit suivre, souvent, c'est aussi suivre la pratique ou comment est-ce qu'on s'organise en situation de litige, de compréhension des termes de l'accord. Parce que souvent, il y a deux modalités de lecture qui s'opposent et c'est parfois difficile de se mettre d'accord. Eh bien, du coup, par voie d'accord, certains ont créé, par exemple, une commission que j'ai appelée de conciliation des litiges. C'est une commission de suivi dans l'intitulé exact une commission de conciliation
paritaire, qui permet en fait de voir quand il y a eu des contestations, soit un salarié qui n'a pas obtenu l'accès au télétravail, soit un employeur qui en fait n'a pas réussi, au contraire, à faire revenir un salarié qui était en télétravail. Bref, c'est toutes les situations de litige qui sont prévues dans ce type de commission. Alors, qui dit suivi, c'est bien évidemment d'avoir aussi, de réfléchir à des modalités de bilanter l'action, soit par voie d'enquête, il peut y avoir des enquêtes qualitatives qui sont réfléchies, avec le bon maillon, le maillon adapté, que ce soit avec le CSE ou directement, voilà. Après, ça se réfléchit par rapport à l'organisation à la fois du dialogue social et aussi un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs qui permettent notamment de vérifier le nombre de refus d'accès au télétravail, dans quel secteur, les critères du refus, l'identification des équipes qui sont incompatibles avec le télétravail à terme après expérience. Bref, il y a comme ça un certain nombre d'éléments qui figurent dans les accords sur à la fois le suivi de la pratique et de la capacité qu'ont les salariés d'avoir accès au télétravail, et aussi du suivi de l'avis de l'accord sur le télétravail. Alors, pour terminer sur cette partie qui est un peu longue, s'il te plaît, Benoît, eh bien, là, tout simplement, on récapitule ce qu'on sait, tout ce qu'on dit d'un point de vue de la négociation, avec quelques éléments clés qui semblent structurants. Exhaustif, peut-être pas, je pense qu'on a fait le tour, mais voilà ce qu'on avait envie d'échanger avec vous, et je suis ouvert, bien évidemment, et Benoît aussi, à répondre à vos questions. Alors, je vais reprendre la main sur les questions. Gardons en mémoire ce slide-là, puisque que négocier en matière de télétravail, ce qui est noté est très important, mais la conclusion que fera lui alimentera encore un petit peu le sujet. Il y a d'autres choses à négocier en parallèle et dans ce qu'on pourrait mettre en place un accord de télétravail. Excusez-moi pour cette parenthèse, j'en profite puisque moi j'ai le droit de parler. Les questions, il y a énormément de questions. Donc, si Benoît et Stéphane, vous en êtes d'accord, je vous propose de vous envoyer un certain nombre de questions, que vous fassiez une réponse écrite et que derrière, on communique ça auprès de nos participants. Pourquoi? Parce que je gère les questions, mais je gère aussi le temps. J'aimerais beaucoup qu'on puisse entendre aussi une expérience retour d'un de nos mandatés, et avoir aussi la conclusion importante de lui. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour que je ne vous pose pas toutes les questions, mais que vous répondiez après par écrit? Oui, il n'y a évidemment pas de problème. Tu peux sélectionner les meilleurs. Je n'ai pas sélectionné. Non, c'est trop compliqué de sélectionner, mais j'espère que les participants seront d'accord. Sinon, on y est encore, honnêtement, il y a tellement de questions, les sujets sont tellement intéressants. Et quand on pose des questions, nous, c'est jamais des petites questions simples, évidemment. C'est pas du oui, c'est du non. C'est du débat à chaque fois. Donc, on adopte ce mode-là. Des questions qui se recoupent un petit peu. Donc, c'est celle que je vais choisir. Si l'employeur m'impose une charte, comment lui demander de passer un accord? En parallèle, si la direction ne veut pas faire un accord, on peut reprendre les bonnes pratiques dans une charte. Donc, la charte revient plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Oui, je l'ai écrit dans le document, mais c'est vrai que j'ai pas évoqué avec vous ce point-là. Donc, pour ceux qui l'ignoreraient, quand on regarde aujourd'hui le cadre légal, j'ai envie de dire que l'accord est la voie royale. L'accord est la voie royale parce que tout simplement, elle est l'expression du dialogue social. Donc, c'est à la fois l'expression des représentants du personnel et l'expression de l'employeur. Donc, on est dans un véritable enjeu de négociation. S'il n'y a pas d'accord, l'employeur peut édicter une charte une charte de manière unilatérale sur l'organisation du télétravail. On comprend que là, ça veut dire que y a justement pas eu tout le jeu des négociations sur tous les éléments pratico-pratiques, par exemple, que j'ai pu voir avec vous pendant cette présentation. Et l'application de cette charte se fait après avis soumis au CSE. Voilà, donc est-ce que du coup, est-ce qu'il y a intérêt à négocier l'accord? J'ai envie de dire oui, parce que derrière, si on suit la logique,
On devrait aboutir, je souhaite que l'on aboutisse, allez, je ne vais pas être transparent, ni je vais sortir de mon devoir de réserve, je souhaite qu'on aboutisse à un accord national interprofessionnel qui structure l'ensemble des pratiques, qui prennent compte de tous ces débats, parce que vous voyez aujourd'hui qu'il est difficile d'avoir une réponse tranchée, ce qui est particulièrement difficile, surtout dans la période. Mais en dehors de cela, l'accord permet justement de réfléchir conjointement à la qualité. Un accord gagnant-gagnant, c'est celui qui permet de tenir compte de la réalité ou des contraintes qui pèsent sur l'employeur et de permettre aussi aux salariés d'utiliser, d'avoir recours au télétravail comme un droit qui lui permette d'assortir ou d'assouplir ses conditions de travail. Donc, à partir du moment où il y a eu dialogue social, on retrouve le cadre de la confiance quand même qui, à mon sens, est central, et on est dans quelque chose de plus élaboré où il y a une discussion. Dans une charte, généralement, quand on les observe, elles sont beaucoup plus lapidaires et elles garantissent beaucoup moins, enfin, il y a beaucoup moins de sujets abordés, et souvent d'ailleurs dans la majorité des chartes, on a les stipulations du Code du travail, la question des frais est souvent très lapidaire. Donc l'intérêt, c'est déjà d'aborder tous les sujets. Voilà. Et pour moi, ça me semble important. Ensuite, c'est la démonstration qu'on est dans un dialogue social constructif, qu'on est dans une prise de risque pour l'employeur, mais aussi dans une volonté des organisations syndicales de se mettre d'accord et de permettre aux salariés d'avoir un cadre rassurant sur cette pratique. Et ça me semble toujours plus riche. Alors, est-ce qu'on peut, en dehors de la charte, l'accord est mieux disant que la charte. Donc, dans le cadre des négociations, bien évidemment que vous pouvez formaliser la demande d'arriver à un accord. Et là, il y aura un argument de poids d'ici peu de temps, et c'est là que je voulais en arriver, c'est que l'accord national interprofessionnel, s'il est signé, sera structurant en la matière et incitera certainement à la négociation d'accords. Oui, si je puis juste compléter, je pense qu'effectivement, il peut y avoir... Vous m'entendez? Tu résonnes. Ah, mince. Est-ce que vous m'entendez mieux? Continue. Alors en fait, juste ce que je voulais dire un petit peu en complément, c'est qu'effectivement l'accord national interprofessionnel peut redonner un coup de boost un peu à la négociation. Je pense qu'aussi il faut profiter des occasions des négociations annuelles obligatoires dont on faisait mention tout à l'heure sur la qualité de vie au travail et l'égalité pro, qui peuvent permettre aussi de réinvestiguer des sujets qui sont proches des sujets du télétravail que l'on a vu tout à l'heure. S'il y a une charte et si la direction ne veut pas remettre en cause cette charte pour passer sur le volet de la négociation, à proprement parler d'un accord de télétravail, sachez que dans beaucoup d'accords de QVT, on va trouver un volet télétravail aussi. Donc il faut profiter aussi de ces opportunités qui sont des opportunités censées être annuelles, d'ouverture de négociation, pour remettre en tout cas le sujet sur la table si vous n'êtes pas satisfait du contenu de la charte. Je vois Louis qui... On est d'accord. Oui, juste sur ce point de charte ou accord, très clairement, nos consignes syndicales, c'est de dire nous voulons des accords. Bon, d'abord, on est doué pour faire ça, nous, négocier et faire aboutir des accords, mais c'est surtout que une charte ne crée pas de droit. Une charte, c'est une décision unilatérale de l'employeur, même si la charte a été soumise à l'avis du CSE, jamais qu'un avis, et ça ne crée pas du droit. Ce qui a été mis en place peut être supprimé facilement. Et donc, les chartes, c'est pas du tout notre tasse de thé. Nous, ce qu'on recherche, et parce que ça a été dit plusieurs fois, ça illustre bien la qualité du dialogue social. Nous, ce qu'on recherche, c'est des accords créateurs de droits pour les salariés. Ok. Le message est clair. Et là, on est dans notre rôle. Je regarde dernière peut-être question et on passe après à la présentation de Pierre. Rapidement, le refus du télétravail par l'employeur dans la période actuelle peut-elle être suffisant pour faire usage du droit de retrait en un mot, oui ou non? Parce que je pense que c'est des choses qui ont été postées aussi sur les sites de la Confédération CFTC. Donc, une réponse en oui ou non, Benoît. Oui ou non, je suis désolé. Alors,
on est dans l'obligation de prévention de l'employeur qui peut engager sa faute inexcusable devant le juge judiciaire. Donc, on est typiquement dans ce cadre-là. Maintenant, le droit de retrait, attention, la jurisprudence est modérément favorable. Après, je ne connais pas la modalité de réponse, donc on est dans le cadre du droit de retrait. Je pense qu'il peut y avoir cette possibilité-là. Maintenant, comme c'est fonction aussi de la décision judiciaire, je ne peux pas avoir une réponse tranchée, et là, je laisse la voie syndicale. Voilà, répondre. Et on est là pour répondre, nous aussi, à toutes vos questions, nous, 60 CFTC. Les conditions ne sont pas respectées et ne garantissent pas la santé des salariés. Et il peut y avoir une mise en retrait du salarié. Oui, oui. Voilà. Dans la logique, c'est ça. On a la décision du Conseil d'État, ce que je vous disais, qui aujourd'hui garantit un peu plus les choses et montre bien que c'est l'obligation de prévention de l'employeur qui est en jeu. Exactement. Voilà, le droit de retrait, c'est le salarié qui s'expose. C'est pour ça que je réponds pas de manière aussi catégorique. Oui, mais c'est sujet effectivement à plus de discussion. Ok, on arrête les questions. Donc, je les ai toutes notées. Donc, on vous fournira réponse à tout ce qui n'a pas été traité oralement. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin de la session, on repiochera dans tout ce que vous avez posté. Là, j'aimerais laisser la parole à Pierre de Pompignan. Pierre? Vous m'entendez? Oui, donc on sait que ta caméra ne veut pas Je vais la t'afficher. démarrer. Je vais la démarrer, parce que je crois qu'elle est revenue. Ah, pas mal. C'est bien là? Mais oui, excellent, excellent. Voilà, Donc, bien. voilà, nous sommes habitués à faire des webinaires et des forums. Et pour la première fois, on s'est dit, rajoutons une expérience qui devait être au départ un échange entre la DRH et Pierre. Malheureusement, la DRH des moments n'a pas pu assister à cette réunion. Donc, Pierre va porter le flambeau, nous présenter rapidement son retour d'expérience sur la pôle travail qu'il a signé dans son entreprise récemment. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, par contre, on voit carrément tout ton écran. Donc, si tu passes en mode diaporama, ce sera plus confortable, je pense. Oui. Et sinon, on voit C'est l'écran. bon là? Oui, et on voit que tu affiches la page suivante. Ah, alors, ok. Alors, Ce qui est pas gênant. non, je vais faire comme ça. Non, c'était bon. Non, voilà. Allez, continuons. C'est bon là? Oui. Ok. Bonjour à tous. Merci Agnès, merci Louis. Merci à tous de m'accorder quelques temps. Comme l'a dit Agnès, je devais intervenir avec Claire Fréclin, ma secrétaire générale, pour vous faire un retour d'expérience sur l'accord d'entreprise de télétravail que nous avons mis en place cette année. Et l'objectif de mon propos, c'est de vous en parler. Alors, j'ai prévu quelques slides, bien sûr, Agnès et Louis pourront vous les passer en préalable de ce support. Donc, quelques mots sur Access. Donc, le groupe Access a été créé en 2003. On fait à peu près 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 230 collaborateurs, plus de 4000 clients actifs, et on est expert dans la transformation digitale en tant qu'éditeur, intégrateur de logiciels, prestataire de services, et puis infogéreur. Quelques mots sur notre CSE. Donc, on a été créé en tant que CSE suite à la création d'une UES, Unité économique et sociale, décision de justice en 2019. Le groupe Access représentait environ 11 salariés de moins de 20 salariés et il y avait peu ou pas d'antériorité de représentants du personnel avant 2019. L'installation du CSE pour l'US a été mise en place en juillet 2019 avec l'élection de 10 titulaires, 7 suppléants qui sont constitués de 3 collèges, 5 cadres, 1 étam et 4 employés. Et moi, je suis mandaté par le 60 CFTC depuis juillet et représentant syndical au CSE avec une représentativité de 100% au sein de l'US Access. Quelques informations en pratique. Donc, Access en 2019, au moment des élections, c'était 238 collaborateurs. Et sur l'année passée, il y a eu environ 65 départs, 65 embauches. Donc, effectif stable, ce qui se justifie par rapport au fait que dans nos métiers du numérique, on a un important taux de turnover. Il faut savoir que le télétravail chez Access, ça existait depuis pas mal de temps avant la crise sanitaire.
Et ça a été mis en place à l'initiative de notre précédent nouveau directeur général, Pierre-Alexandre Fernon, qui est arrivé en janvier 2018 et qui a souhaité instaurer le télétravail par la mise en place d'une charte télétravail. Et l'objectif pour lui, donc, c'était d'inciter le télétravail dans la limite de 40% de l'activité professionnelle, soit 2 jours de télétravail par semaine et par collaborateur. Le principe retenu dans la charte, c'était la confiance réciproque entre la direction et les collaborateurs. Et l'objectif visé par la direction, c'était de favoriser le recrutement des talents pour réduire le taux de turnover et garder nos talents chez nous, de permettre également une meilleure adaptation à la vie professionnelle et vie personnelle, et bien sûr, on en a un petit peu parlé jusqu'à présent, rationaliser les coûts fixes de structure liés aux locaux, aux déplacements professionnels, que ce soit domicile travail, mais également tout ce qui concerne les déplacements professionnels chez client. Donc avant la crise sanitaire du Covid, on avait à peu près un salarié sur 2 qui pratiquait le télétravail de manière régulière et sur la base du volontariat. Donc ça, c'est pour vous situer un peu l'origine de l'existant. Alors, on est passé vers un accord de télétravail donc, qui s'est justifié par le retour d'expérience très positif de la charte télétravail, par le fait de l'arrivée du Covid-19 et donc du confinement massif donc au mois de mars dernier, avec l'obligation d'un télétravail 5 jours par semaine pendant plus de 2 mois pour l'exhaustivité du personnel. La direction, comme on l'a dit, comme ça a été dit au cours du webinaire, n'a pas rencontré de difficultés avec les managers dans l'exécution des tâches quotidiennes des salariés, mise en place d'outils de communication interne avec des outils type Teams et autres permettaient les échanges entre les salariés de manière régulière. Et on a anticipé également, mais ça c'est plutôt la direction, une deuxième vague de la crise sanitaire avec un confinement donc sur S2, donc que nous vivons actuellement, qui nécessitait donc la mise en place d'un accord d'entreprise de télétravail. Et puis bien évidemment, il y avait une très forte volonté des salariés à poursuivre le télétravail au sein de l'entreprise. Tout ça, ça m'amène à vous parler un petit peu de l'agenda de mise en place. Donc, on a créé, à la demande de la direction, un groupe de travail avec des élus volontaires du CSE, composé de titulaires et suppléants, et de moi, pour pouvoir animer ce groupe de télétravail. On a fait une cadence de réunion d'une demi-journée toutes les semaines, de la mi-juin à fin juillet. On est arrivé à un pré-projet qui a été remis par la direction à la délégation syndicale fin juillet. On a eu une période de négociation la deuxième quinzaine d'août avec 2 séances de négociation à une semaine d'intervalle et la signature de l'accord au 1er septembre 2020. On était très très rapide dans la mise en place de cet accord. Alors, les points clés de l'accord, qu'est-ce qu'on a négocié? Donc, ce qu'on a retenu au travers du groupe de travail et de la délégation syndicale, c'était bien évidemment donc ouvert à tous les salariés sur la base du volontariat. On a mis comme préambule le droit à la déconnexion qui était un essentiel pour la mise en place du télétravail. On a également mis en place travailler sur un entretien d'évaluation individuelle entre le manager et le salarié. Et on a défini les questions qui seraient mises en place lors de cet entretien avec le groupe de télétravail du CSE. On a défini que le télétravail n'avait pas de limite, donc possibilité de pouvoir faire du 5 jours sur 5, quoi qu'il advienne, réversible à tout moment par le salarié, par la direction sous certaines conditions, et pas de lieu de télétravail prédéfini, donc le domicile, chez un parent, chez un voisin, dans un espace de coworking, mais par contre l'obligation de déclarer à l'entreprise son lieu de télétravail de manière régulière. On a parlé donc d'avoir un certificat de conformité électrique et une police d'assurance multirisque par rapport à la législation en vigueur. On a fixé une indemnité de télétravail donc à partir du 3e jour de télétravail par semaine télétravaillé, fixé 30, 40 et 50 euros. Donc 30 pour 3 jours, 40 pour 4 jours et 50 pour 5 jours. En termes d'installation d'une commission de télétravail, on a défini que c'était important de pouvoir suivre la mise en place du télétravail et pouvoir suivre justement pour travers d'une médiation au sein du CSE toutes les
les points entre la direction et les salariés qu'il y avait. Et on a également pensé à mettre un dispositif de tutorat pour accompagner les nouveaux télétravailleurs, donc ceux qui n'ont jamais pratiqué de télétravail, dans leur organisation de tâches individuelles quotidiennes. En termes de points de négociation, points importants qui étaient difficiles à travailler. Donc, on a beaucoup travaillé sur la prise en charge du diagnostic technique électrique. Il était écrit dans le projet d'accord de la direction que la prise en charge par le salarié du diagnostic technique électrique était obligatoire. J'ai exposé à la direction, suivant l'article 41.22.2 du Code du travail, que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs, ce qui m'a permis de pouvoir sortir cette obligation de financement des salariés d'une part et permettre de pouvoir avoir une attestation individuelle en complément. On n'a pas réussi à obtenir donc les indemnités de télétravail à partir du premier jour et du deuxième jour, mais on a obtenu la mise en place du barème URSSAF, alors que dans le préaccord, on était limité à 30 € pour 3, 4 ou 5 jours de télétravail. On a pu gagner sur l'indemnité de télétravail. Et puis, on a mis en place, retiré, je dirais, parce que la direction avait proposé la politique informatique, soit joint à l'accord la politique informatique de l'entreprise et soit notifié l'espace de la faute professionnelle de fait de ne pas respecter cette politique informatique. Et bien évidemment, nous avons retiré du principe de l'accord le fait qu'une organisation syndicale représentative ne signe pas quelque chose qui pourrait constituer une faute professionnelle pour les salariés. Alors, sur les points de négociation, le télétravail doit pouvoir être réalisé en dehors du domicile du salarié. Initialement, l'employeur était focalisé sur le domicile exclusivement, et à force de pouvoir lui expliquer qu'on pouvait télétravailler chez son père, chez sa mère, chez un parent en détresse, ou chez son cousin, ou chez son voisin, il a accepté de pouvoir étendre cette notion de télétravail sous condition de déclaration. Également donc d'un suivi quotidien par le CSE, un groupe télétravail pour assurer les médiations, ce qui a été bien vécu par la direction comme étant la possibilité de pouvoir accompagner les salariés et les litiges avec les salariés directement et d'apporter une voie de recours possible. Et puis, bien évidemment, le tutorat qui n'était pas prévu et qui, aujourd'hui, permet de pouvoir avoir une bienveillance vis-à-vis des nouveaux télétravailleurs. Alors, j'aimerais parler aussi un petit peu de mes regrets en termes de négociateur, de ce que je n'ai pas pu travailler ou intégrer dans l'accord d'entreprise. C'était toute la dimension formation. C'est-à-dire que, à mon grand regret, le télétravail, on ne parle pas du tout de la partie formation des jeunes et la capacité à pouvoir justement faire tout ce qui concerne l'alternance et le suivi de l'alternance. Et puis également, il y a tout le renforcement de la communication digitale. Avec le télétravail, tous les panneaux d'affichage physique, que ce soit le CSE ou la communication syndicale, c'est devenu has-been. Donc, de pouvoir intégrer, je dirais, ce renforcement de la communication digitale avec les instances représentatives du personnel, les salariés et la direction, dans un accord de télétravail, ça aurait pu être bien de le mettre en place, ou de le prévoir. Un bilan, parce qu'on va terminer sur le bilan. Donc aujourd'hui, notre dernier CSE du mois d'octobre, il y a eu à peu près 175 collaborateurs sur 208 ou 209, je ne sais plus, qui ont fait une demande de télétravail. Il y a plus de 140 entretiens qui ont été réalisés entre collaborateurs et managers réalisés au 30 octobre. Plus de 65 demandes de télétravail qui sont des demandes entre 3 et 5 jours de télétravail par semaine, donc une certaine adhésion au télétravail. Les premières indemnités de télétravail seront versées donc en fin novembre. Et aujourd'hui, on table sur un taux d'occupation des locaux, donc du parc immobilier, de 40% de l'entreprise aujourd'hui. Donc des belles économies d'échelle en perspective. Et on a eu 2 demandes de médiation qui ont été initialisées jusqu'à ce jour.
donc sur des sujets en particulier concernant la prise en charge d'un équipement de matériel de télétravail, et deuxièmement sur les frais de déplacement d'un collaborateur qui devait réaliser un trajet par semaine alors qu'il avait fait une demande de 5 jours de télétravail par semaine, et l'entreprise ne lui a accordé que 4 jours. Donc, il restait un trajet domicile-entreprise à prendre en charge, et l'employeur ne voulait pas participer au financement du trajet domicile-travail. Donc, on est sur une médiation en cours sur ce sujet-là. Voilà, j'en ai terminé sur mon retour d'expérience. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, mais je suis toujours disponible pour échanger avec vous si besoin était. Merci Pierre, ne raccroche pas et tu as tenu tes 15 minutes parfaitement. Donc merci pour cette présentation, le travail que vous avez réalisé. Quelques questions, je prends celle auxquelles tu n'as pas donné de réponse dans ton contenu. Pierre et le CSE ont-ils été accompagnés par un cabinet dans cette négociation? Non. Non, pas par un cabinet, mais activement par Agnès et par Frédéric Abadi. On a été, et Romain aussi, on a été effectivement en relation assez soutenue pour cette négociation. Pourquoi partir sur 3, 4, 5 jours? N'est-ce pas dangereux, 4 ou 5 jours? Est-ce que la question est claire? C'est Jean-Guy qui l'a posée. Tu parles de l'indemnisation là, Jean-Guy? Alors oui, effectivement, l'indemnisation, moi j'aurais aimé avoir une indemnisation tous les jours, qu'on soit sur un télétravail, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, 4 jours par semaine ou 5 jours par semaine. Mais l'entreprise a souhaité que ce soit un télétravail de masse, donc pour réduire son parc immobilier, ça c'était une volonté de sa part. Donc elle a plafonné l'indemnisation à partir de 3 jours. Donc pour éviter le minimum de demandes pour 1 ou 2 jours par semaine. Merci Pierre-Emmanuel. Tu réponds à ma question parce que j'avais une question supplémentaire. C'était 5 jours, est-ce que ce n'est pas acheter de la place de bureau privé pour réduire les frais de locaux? Tu viens de répondre. C'est ça. J'avais l'impression oui, c'est ça. Stop, n'abuse pas, Jean-Guy, ça je t'ai donné la parole parce que, n'abuse pas. Les places réalisées. Les indemnités sont payées par mois ou par semaine? Par mois. Oui, ce qui est pas logique. Voilà pour ce petit flot de questions. Il est encore une fois grand merci. Il est 16h. Louis, je te passe le micro si tu veux compléter tout ce qui a été dit et nous faire une conclusion. La conclusion, peut-être tout à l'heure, j'ai peut-être terminé par le point sur la communication syndicale. Donc, je voulais qu'on aborde ce point-là parce que le confinement et le télétravail ont rendu très critiques les problématiques de communication avec nos collègues. Il y avait déjà des problèmes avant parce que les formes de travail n'ont pas attendu le Covid pour évoluer, et notamment toutes les problématiques de mobilité, les locaux partagés avec d'autres entreprises et bien sûr le télétravail rendent les contacts normaux avec nos collègues très compliqués. D'autant que très souvent, les accords de droits syndicaux dans l'entreprise n'accordent aucunement le droit aux syndicats de communiquer avec les adresses professionnelles des salariés. Alors bien sûr, avec l'évolution des outils, on a créé des sites, on a fait des mailing lists, on s'est étendu sur les réseaux sociaux, mais on n'a aucun moyen légal de communiquer. Ce qui fait que, en pratique, nous et nos compétiteurs communiquent de plus en plus largement avec les adresses professionnelles des entreprises, et ça donne une situation parfois anarchique, voire des situations de danger pour la démocratie, avec des systèmes de cyberattaques pendant les élections, etc. Donc, il est nécessaire de faire face à ces deux situations. Comment faire pour
joindre nos collègues et essayer de trouver un moyen de normaliser et de légaliser, encadrer la communication avec le réseau de l'entreprise. Alors, il y a aussi un autre point, c'est que se posent aujourd'hui les questions de RGPD et du libre choix qu'ont les salariés d'être inscrits ou pas à une liste de diffusion, par exemple. Donc il nous faut inventer, et je pense que l'année 2021 va être l'année de négociation aussi bien du télétravail que de ce sujet-là. Inventer des moyens nouveaux qui n'étaient pas admis jusque-là par l'employeur de communication directe avec les salariés. On ne peut plus, Pierre a évoqué les panneaux syndicaux qui seraient obsolètes, sont devenus obsolètes aussi parce qu'il n'y a plus de salariés, la distribution de tracts à l'ouverture et la fermeture des portes de l'usine et la tenue d'assemblée générale. Comment fait-on pour demander aux salariés leur avis sur une négociation en cours, par exemple? Eh bien, comment on fait? On se débrouille pour avoir des adresses personnelles, ou bien on craque carrément les listes de diffusion et les adresses professionnelles en violation avec le Code du travail. Donc, c'est un sujet chaud, un sujet pour lequel il va falloir qu'on innove. Plusieurs entreprises sont déjà en recherche active de faire aboutir ce sujet-là, et je ne manquerai pas de vous faire connaître les bonnes pratiques de manière à ce que les uns et les autres dans vos entreprises, vous puissiez engager, demander l'ouverture de négociations, et comme c'est un sujet très touchy, il faut le faire sérieusement. Les employeurs vont être très prudents, et ils ont raison, et en même temps, face à on va dire des opérations de piratage, ils sont complètement démunis en pratique, surtout si l'émetteur est anonymisé. Donc tout le monde a intérêt à trouver la résolution de ce problème. C'est peut-être l'occasion, le Covid, d'améliorer notre manière de communiquer, d'assainir aussi avec les salariés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. On n'a pas encore d'éléments bien concrets. On est sur les débuts. Je pense que on pourra travailler avec Sextant sur le sujet et en faire un sujet de webinaire quand il sera un peu plus abouti. Alors, je voulais vous en parler parce que, évidemment, c'est lié au télétravail. Comment fait-on pour joindre les collègues en télétravail? Louis? Oui. Est-ce que je peux te poser une petite question, si c'est possible? Oui. Parce que quand tu parles de l'affichage donc sur les panneaux syndicaux qui has-been, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais je pense qu'aujourd'hui, au monde du 2.0, du WhatsApp, de tout ce qui est applications internes, etc., est-ce qu'on ne peut pas réfléchir, nous qui sommes dans le monde de l'informatique, à, je dirais, des applications syndicales sur lesquelles nos salariés s'abonnent, d'entreprise, sur lesquelles on puisse relayer des informations? Alors Pierre, je t'arrête. J'ai pas dû être clair, mais c'est exactement ça. Il nous faut réfléchir à trouver des solutions qui soient acceptables pour la partie employeur, qui le sécurise, et qui soient conformes à notre besoin de contacter les salariés et de les consulter. Évidemment, ça met en œuvre les technologies modernes qui le permettent aujourd'hui. Et ça passe... enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop neuf. Mais oui, bien sûr que l'objectif est bien celui-là. Et l'objectif du 60, c'est de proposer aux délégués syndicaux de la CFTC un accord avec les outils qui vont bien à faire ou disponibles pour mettre en œuvre cette communication syndicale. Je vais terminer là-dessus et préciser que les supports de
de présentation de Sextant et de Pierre-Emmanuel sont sur le site adhérent du Sixty, adhérent.sixty.fr, sur la base documentaire, et pour ceux qui sont déjà plugués sur notre plateforme TalkSpirit. Voilà. Et je vais laisser Agnès, qui a organisé ce webinaire, et je le remercie, conclure. Je remercie également les collègues de Sextant avec qui c'est toujours un plaisir d'avancer, et Pierre pour sa présentation. Mais moi, juste pour conclure, là, je suis en train de lire sur Oracle, nous avons par accord le droit d'utiliser l'adresse email des salariés, comme quoi c'est faisable par accord. On peut obtenir beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas qu'on se limite, il ne faut pas qu'on se laisse enfermer, soit dans nos anciennes idées, soit dans des arguments de la direction. On peut y arriver. Il y a Oracle, il y en a d'autres. Donc, merci pour cette information. Et ça donne vraiment tout sens à tout ce qu'on doit faire. Je tenais tous à vous remercier. Là, je pense qu'on avait un vrai sujet. Donc, je vous fais le retour sur toutes les questions dès que nos amis de Sextant ou nous-mêmes avons complété vos nombreuses questions. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est le 24 novembre autour de l'APLD cette fois-ci. Et je suis en train de travailler à mettre en place un calendrier d'événements pour l'année qui vient. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à nous remonter tous vos sujets, vos préoccupations, vos questions. On est là pour ça.